Donc le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut le définir? C'est à la fois une monnaie, de l'argent, si on veut, une quasi-monnaie. Hein, c'est pas une monnaie à cours légal, mais voilà, on peut considérer ça comme une monnaie. Mais aussi un système de paiement. C'est-à-dire que c'est les deux à la fois. C'est pas juste une monnaie au sens du dollar, dans cette notion-là. Donc c'est aussi un système de paiement. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut posséder des bitcoins, mais en plus, la technologie qui permet d'en posséder permet aussi de se les échanger. Donc c'est un ensemble qui se suffit à lui-même. Et c'est basé sur une technologie pair à pair et qui fonctionne sans autorité centrale. Et cette absence d'autorité centrale, eh bien, c'est vraiment, quelque part, les fondations de Bitcoin, et c'est probablement sa caractéristique la plus importante. Donc sans autorité centrale, ça veut dire que Bitcoin n'appartient à personne. Bitcoin, en fait, appartient à tout le monde, c'est une technologie. C'est-à-dire que, par exemple, la maison du Bitcoin n'a absolument aucune légitimité à représenter Bitcoin. Il n'y a pas de licence Bitcoin, il n'y a pas de président Bitcoin, il n'y a pas de CEO of Bitcoin. C'est juste une technologie. On va essayer de voir les différentes caractéristiques de Bitcoin pour essayer un petit peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, on parlera un petit peu plus de ce que ça implique, des enjeux, et de pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser. Alors, la première caractéristique, c'est la décentralisation. Et ça, c'est vraiment très important. Décentraliser, alors, ça veut dire que, comme je l'ai dit, que Bitcoin n'est pas connecté à un serveur. Donc on dit que c'est une monnaie. Donc en fait, Bitcoin, au final, c'est comme un grand livre comptable, un fichier Excel, qui va être distribué sur plein d'ordinateurs, des nœuds qui participent au réseau. C'est-à-dire que toute personne qui veut participer au réseau Bitcoin, se connecter, elle a juste besoin d'installer un logiciel qui est open source, et il va télécharger en fait une copie de ce grand livre comptable, et ce grand livre comptable indique qui a combien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la technologie qui est derrière Bitcoin permet d'assurer en fait la synchronisation d'un grand livre comptable qui devient une sorte de source de vérité et sur lequel tout le monde va se mettre d'accord pour être certain que lorsqu'on a par exemple un Bitcoin sur un compte, eh bien tout le monde reconnaît que ce compte-là a un Bitcoin et qu'il y a donc une source de vérité et que cette source de vérité en quelque sorte elle est diffusée dans le cloud et elle ne dépend pas d'un organe central et donc il ne peut pas être changé de manière arbitraire. Et dans ce modèle-là, il n'y a plus de notion de banque, puisqu'il n'y a plus de modèle centralisé, et chacun devient sa propre banque. Dans Bitcoin, si vous possédez des Bitcoins, c'est comme si vous aviez du cash, donc des espèces, c'est du cash digital. Vous les possédez, c'est-à-dire que vous avez votre compte, et votre compte en fait est associé à un certain nombre de Bitcoins, et vous les possédez vraiment, et personne ne peut vous les prendre. Donc Bitcoin, c'est une technologie qui existe, que personne ne contrôle, que tout le monde peut utiliser à partir du moment où il y a une connexion Internet. Et c'est donc cette grande force de pouvoir exister de façon autonome. Donc les frais de transaction sont très faibles et surtout, c'est non répudiable. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez de l'argent à quelqu'un, lorsque vous faites une transaction, vous ne pouvez pas l'annuler. C'est aussi complètement transparent. Contrairement à ce qu'on peut peut-être penser sur Bitcoin, c'est exactement comme si tout votre compte en banque, votre relevé bancaire, tout le monde pouvait le lire. Puisque tout le monde a une copie en fait, du grand livre comptable, puisqu'un node pour fonctionner, eh bien, on doit s'accorder en fait, sur ce grand livre comptable, sur cette source de vérité, et donc forcément il doit être en clair, parce qu'on doit pouvoir le regarder, vérifier les transactions, etc. Et donc toutes les transactions sont publiques. C'est-à-dire que si vous avez un compte Bitcoin, certes c'est une suite de chiffres, c'est pas une identité juridique, mais si vous montrez en fait votre adresse à quelqu'un, il pourra vérifier le solde et il pourra voir toutes les transactions que vous avez fait avant. Tout est complètement public. Il y a une traçabilité qui est totale. Alors si c'est transparent, c'est aussi anonyme. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de notion d'identité juridique dans Bitcoin. Quand on utilise Bitcoin, on est complètement anonyme. Vous avez votre compte, c'est-à-dire que vous installez votre logiciel Bitcoin sur votre smartphone, vous créez une adresse, et à partir de là, vous êtes bancarisé en quelque sorte. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir des paiements, vous pouvez envoyer des paiements, et à aucun moment vous avez eu besoin de donner votre identité, de faire quoi que ce soit. Donc l'accès, il est immédiat. Par contre, lorsque vous allez passer sur le système financier classique, que vous allez, par exemple, admettons, vous avez fait un travail, une traduction, je ne sais pas quoi,
et vous avez été payé 0,5 Bitcoin, ce qui fait au cours d'aujourd'hui quelque chose comme je sais pas, 150 euros, 160 euros, voilà, ça bouge beaucoup, on va en parler. Eh bien, vous dites, tiens, je vais aller changer ces euros, enfin ces bitcoins contre des euros. Et donc là, vous allez aller sur une place de marché, un peu comme une place de marché en ligne, pour pouvoir effectivement passer des ordres, ou alors vous allez sur un change physique, par exemple la maison du bitcoin, vous allez venir nous voir, voilà les 0,5 bitcoins, je voudrais l'équivalence en euros. Eh bien, nous, on va vous demander une pièce d'identité. Parce que tous les acteurs en fait, qui travaillent sur le réseau financier classique, eux, obéissent à des règles de KYC, Know Your Customer, etc. Et donc, en général, dès qu'on va faire des opérations sur l'euro, sur le dollar, on devra toujours donner une pièce d'identité et cet anonymat va donc disparaître. Mais tant qu'on reste à l'intérieur de Bitcoin, encore une fois, la notion d'identité juridique n'existe pas. Bitcoin est très sécurisé. Il n'y a aucun point en fait, d'attaque centrale au niveau de Bitcoin. Il peut y en avoir certains théoriques, mais tout le monde s'accorde sur le fait que, par exemple, on ne peut pas créer de la fausse monnaie. On ne peut pas créer des faux Bitcoins. On ne peut pas voler comme ça de manière arbitraire des Bitcoins sans attaquer directement l'ordinateur de l'utilisateur sur lequel sont les clés. C'est une technologie qui est libre et ouverte. C'est de l'open source. Là, on a vu un petit peu assez rapidement les différentes caractéristiques qui permettent de déterminer Bitcoin. Mais on n'a pas parlé d'une chose, c'est la monnaie. C'est-à-dire les Bitcoins, d'où est-ce qu'ils sortent, combien ça vaut, pourquoi ça a une valeur, etc. Donc j'ai dit que c'était un système de paiement, mais donc c'est aussi une monnaie. Et cette monnaie, eh bien, elle obéit à des lois mathématiques pour ce qui est de sa création, c'est-à-dire pour ce qui est de l'évolution de la masse monétaire. Et il y a une règle qui est arbitraire, qui dit la chose suivante. Toutes les 10 minutes, donc à partir du commencement, à partir de 2008, c'est la date à laquelle Bitcoin a été inventé, toutes les 10 minutes, il y a 50 nouveaux Bitcoins qui sont émis. Et tous les 4 ans, je divise cette récompense, entre guillemets, cette émission, par 2. Et on obtient donc cette courbe. Et cette courbe, en fait, elle va tendre vers 21 millions. C'est-à-dire qu'en 2140, on aura émis au total 21 millions de bitcoins. Et d'ici même pas une dizaine d'années, on aura émis 95%, plus de 95% de la masse monétaire. On a donc une courbe qui, au début, est inflationniste, en quelque sorte, et au final, est déflationniste. C'est-à-dire qu'une fois que les 21 millions de bitcoins auront été créés, on ne pourra pas en créer d'autres. On est donc plus proche en fait, de quelque chose qui ressemblerait à de l'or, et c'est du reste en fait le modèle sur lequel s'est basé Bitcoin, la notion de métal précieux, basé sur de l'extraction en quelque sorte, et plus on extrait, plus c'est dur à extraire. C'est-à-dire qu'en fait, plus on crée du Bitcoin, en fait, on est capable d'en créer. Et comme on ne peut pas créer artificiellement du Bitcoin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du fractionnel, comme font les banques, on est donc sur de la monnaie-valeur à l'opposé de la monnaie-dette. L'euro, c'est une monnaie-dette, c'est-à-dire qu'on peut créer Quand vous mettez 100 euros à la banque, eh bien, il y a tout un tas de systèmes d'opérations qui font que les banques vont reprêter cet argent, et en fait, ça va faire gonfler artificiellement la masse monétaire. Avec Bitcoin, ce n'est pas possible. Comme c'est des éléments uniques, en quelque sorte, et cryptographiques, eh bien, on ne peut pas, à partir d'un Bitcoin, générer 100 Bitcoins qu'on va prêter. On ne peut pas faire ce genre de choses. On est donc vraiment dans de la monnaie-valeur. Alors, qu'est-ce qui fait la valeur de Bitcoin ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un Bitcoin, là, à l'instant où je parle, sur les marchés, ça vaut quelque chose comme 350 euros Eh bien, parce qu'il y a un usage derrière, parce qu'il y a un sens à tout ça. À la base, au tout début, Bitcoin, ça valait rien. Parce que forcément, il n'y avait que 3 personnes dans le monde qui s'y intéressaient, et encore. Et plus le réseau en fait, de gens qui acceptent Bitcoin s'est étendu, eh bien, plus, quelque part, ça a pris une certaine valeur. Et bien évidemment, la valeur, elle a eu des hauts, elle a eu des bas. Au début, ça valait 0. À un moment, c'est monté jusqu'à plus de 1000 $. Aujourd'hui, c'est à 400 $. C'est redescendu, c'est remonté. Il y a une très forte volatilité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une grande profondeur de marché. Et aujourd'hui, le Bitcoin, c'est... il y en a qui voient là une manière de devenir riche facilement en achetant et en attendant. Donc, il y a eu beaucoup de spéculation. Donc, clairement, il y a une volatilité qui est très forte. Et c'est un peu un ennemi du Bitcoin. Donc Bitcoin pourra se développer en tant que monnaie, système de paiement,
de façon complètement autonome seulement lorsqu'il y aura une stabilisation de cette valeur, et cette valeur se stabilisera quand il y aura de plus en plus d'usages. Et pour répondre pertinemment à qu'est-ce qui fait la valeur de Bitcoin, alors il y a plusieurs réponses possibles, mais en quelque sorte, celle que j'aime bien, c'est de dire que le collatéral de Bitcoin, c'est-à-dire sur quoi Bitcoin en fait se base-t-il, quel est... À une époque, on disait, voilà, le franc, c'était l'or, ou le dollar, c'était sur l'or. Bon, il y a longtemps qu'on a abandonné les étalons, etc. Mais d'une certaine façon, le collatéral de Bitcoin, c'est l'inefficacité du système bancaire global. Alors, ça veut dire quoi, au-delà de la formule? Que si les gens utilisent Bitcoin, c'est parce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire avec Bitcoin qu'ils ne peuvent pas faire avec un système bancaire normal. Ça peut être, par exemple, envoyer de l'argent en Chine... On commande des choses en Chine, on passe par différentes banques, ça va prendre une semaine, ça coûte beaucoup d'argent. Si je le fais avec Bitcoin, en 1 heure, je suis capable en fait de conclure mon ordre parce que c'est instantané. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en quelque part contourné le marché d'échange chinois. Donc on est allé de manière directe, et donc ça a été en quelque sorte plus efficace. Et dans un monde idéal où en fait on aurait un système bancaire global, mondialisé qui fonctionnerait parfaitement, Bitcoin perdrait un petit peu de son intérêt. Alors certes, c'est juste réducteur de le limiter à ça, mais ça donne juste un exemple de ce qui fait la valeur en fait de Bitcoin. Donc ce qu'on dit aussi, c'est que Bitcoin, puisqu'on n'a pas besoin de s'embêter avec toutes ces pratiques réglementaires, c'est l'innovation sans la permission. Bitcoin pose les bases d'une nouvelle architecture transactionnelle, globale, qui s'inscrit vraiment dans le tissu d'Internet et à laquelle tout le monde peut avoir accès, tout le monde peut se connecter. Alors les usages, pourquoi aujourd'hui en fait avoir des bitcoins et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Un des usages les plus importants, on va dire sur Internet, c'est le tipping, c'est-à-dire le fait de donner de l'argent à quelqu'un en récompense sur un commentaire qu'il a pu faire ou répondre à une question, enfin voilà, s'il a rendu un service, eh bien les gens peuvent leur envoyer facilement des bitcoins. Alors pourquoi faire ça plutôt qu'avec PayPal ou je sais pas quoi? Tout simplement que c'est global. C'est-à-dire que la personne à qui vous avez envoyé quelques bouts de bitcoin, elle peut être aux Philippines, elle peut être n'importe où, elle arrivera à trouver en fait un usage de ces bitcoins, de les convertir dans sa monnaie locale, etc., ou de les renvoyer, de les utiliser, et donc c'est global et ça fonctionne. Pour des entreprises, par exemple, qui travaillent avec des salariés dans le monde entier, des entreprises un petit peu cloud, qui font de la traduction, qui emploient des gens dans peut-être une centaine de pays, des pays dans lesquels la bancarisation n'est pas toujours extrêmement simple, et des pays dans lesquels envoyer de l'argent coûte très cher, eh bien Bitcoin, c'est une solution pour pouvoir payer des salaires, par exemple. Parce que chacun va recevoir en Bitcoin, et ensuite chacun va se débrouiller pour convertir ça dans sa monnaie. Et en tant que transfert d'argent, il y a à peu près à marché 300 à 500 milliards d'euros sur la remise. Western Union, MoneyGram. Tous les gens en fait qui sont en Europe ou en Amérique du Nord et qui envoient de l'argent au pays, en Afrique ou ailleurs, ça coûte entre 10 et 15%. Vous voulez envoyer 100 euros, non seulement ça prend du temps, ça peut mettre 2 jours, c'est pas toujours instantané, et en plus il y a 85 euros qui vont arriver. Et quand on envoie de l'argent, c'est pour manger, c'est pour payer un médecin. Donc on a besoin que ce soit efficace. Et Bitcoin permet de résoudre ça en ayant une sorte de réseau global sur lequel peuvent s'interconnecter plusieurs bureaux de change avec un système de compensation comme Bitcoin sur lequel tout le monde va faire confiance. Après, des usages dans l'e-commerce, on a parlé tout à l'heure que ça résolvait le problématique de fraude. Et donc, par exemple, si vous voulez acheter quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'envoyer systématiquement votre carte d'identité quand vous payez avec Bitcoin. De plus en plus maintenant de personnes font attention aux données personnelles. Bitcoin, c'est une réponse. Quand vous faites des paiements, eh bien, vous avez envie de faire des paiements anonymes. Non pas que vous êtes en train d'acheter quelque chose que vous ne voulez pas, soit qui est illégal ou pour d'autres raisons, c'est juste que vous ne voulez pas toujours envoyer avec votre paiement l'intégralité de vos informations personnelles. Vous êtes sûrement peut-être déjà fait voler votre carte de crédit ou quelque chose comme ça. Là, on est dans un système qui est du push. Quand vous payez, vous envoyez. Par contre, on ne peut pas venir se servir sur votre compte. Donc Bitcoin résout pas mal de problématiques liées à la protection des données des consommateurs.
il y a beaucoup de choses qui sont en train de se créer, c'est autour des recherches et développement. C'est la recherche et développement, on appelle ça un petit peu le Bitcoin 2.0. À partir du moment où on est capable en fait, d'avoir un système qui résout le problème de la confiance, qui a donc une monnaie par exemple, eh bien, on peut aussi faire la même chose avec des titres de société. On peut incorporer en fait, une société dans le cloud, on peut mettre en place des applications décentralisées, on peut créer beaucoup de choses. Et pour donner un exemple assez concret, vous savez, il existe ces droits à polluer qui sont émises en Europe par exemple. Donc en fait on s'échange des crédits CO2 entre les entreprises pour essayer de diminuer la pollution, etc. Ça n'a pas marché parce que du coup ça s'est transformé en une espèce de marché gigantesque. Il y a eu beaucoup de fraudes, des faux droits à polluer qui s'échangeaient, etc. Si ça avait été géré par exemple sur une base de chaînes cryptographiques comme la blockchain, comme Bitcoin, eh bien on aurait non seulement une transparence totale, mais on aurait en plus en fait une infalsification des différents crédits CO2. Donc là, ça pourrait être un exemple d'utiliser ce type de technologie pour répondre à des problématiques gouvernementales ou autres, puisque les avantages de Bitcoin étant la transparence, la sécurité, eh bien, ça permet de faire beaucoup de choses. Il nous reste une dizaine de minutes, donc je me propose de répondre à vos quelques questions si vous en avez.